Et puis Plateau après, on va de passer, TV Debout et donc aujourd'hui a été abordée une thématique importante et c'est d'ailleurs une des premières fois où vraiment, je me répète un petit peu, mais c'est une des premières fois où on a abordé en atelier avec une conférence avec des techniciens une première proposition, on peut presque dire que c'est une première proposition du mouvement autour des questions du revenu de base ou du salaire à vie. Donc on va en discuter ici à TV Debout pour vous tenir un petit peu au courant un peu de ce qui va se passer. Juste avant, on a un logo tout nouveau, tout frais, tout beau, tout neuf qui se place dans cette site, là un peu comme à la météo, hein, on est un peu ici, et donc on remercie vraiment vivement les gens qui nous ont fait ce logo, qui nous l'ont offert gentiment pour tout ce travail. Donc on a deux représentants du mouvement français pour un revenu de base, hein, on a Jude, Kella et Aurélie. Et alors tout d'abord, donc le mouvement Nuit Debout bon, ça fait 10 jours qu'on est là. Il y a eu beaucoup de revendications, de choses sur la loi El Khomri, et là on est en train de passer à une autre phase, puisqu'on n'est plus du tout sur la fin de cette loi, on est sur des propositions concrètes de choses. Pour vous qui êtes représentant de ce mouvement français pour un revenu de base, comment vous le sentez que la première proposition qui est émergée, en tout cas on va réfléchir, ça soit sur le revenu de base? Personnellement, moi je suis extrêmement content que cette proposition soit discutée aujourd'hui, parce qu'elle répond vraiment... Hop, magie! Vous m'entendez? Je suis très content que le revenu de base soit abordé aujourd'hui à Nuit Debout. Parce qu'en fait, il répond directement à un des problèmes cardinaux que pose la loi El Khomri, à savoir le chantage à l'emploi. On est dans une société où depuis des dizaines d'années, on court derrière le plein emploi, et c'est comme si finalement, à force de le rechercher, on avait oublié ce qu'on cherchait à obtenir derrière. Et du coup, on est prêt à sacrifier tout et n'importe quoi pour l'obtenir. On est prêt à dilapider le droit du travail, on est prêt à accéder aux promesses les plus folles des entreprises et des dirigeants de ces entreprises pour en créer, et finalement, on court vers l'abîme. Le revenu de base permet de couper court Est-ce que à cette logique-là. Rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est le revenu de base précisément et comment, voilà, d'où ça vient et quelles sont la mise en place, quelle est la mise en place? C'est une idée en fait aussi révolutionnaire qu'elle est simple. Elle est très simple. L'idée du revenu de base, c'est l'idée de donner à chaque individu, de la naissance à la mort, un revenu inconditionnel. Inconditionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chaque individu, quelles que soient ses ressources, quel que soit son état familial, et quoi qu'il s'engage à faire par ailleurs. Donc c'est quelque chose d'absolument garanti, qui que l'on soit. Et donc en fait, au mouvement français pour un revenu de base, on défend donc l'instauration d'un tel revenu de base en France. Et si on l'obtenait, si jamais chacun pouvait compter sur un revenu de base universel et garanti, et ben en fait l'élément de chantage qui fonctionne aujourd'hui à plein, à savoir le chantage de la survie qui fait que les gens sont obligés de s'employer, cet élément de chantage il tomberait de lui-même et on ne serait plus tenu d'obéir aux demandes que formulent les patrons et les entreprises. Tout à fait. Oui, et c'est effectivement aussi vraiment un questionnement sur la valeur du travail aussi, quelque part. Ce revenu de base, en fait, donc ça serait... alors, quelle somme? Enfin, comment on peut évaluer une somme pour un revenu pour tout le monde? Des enfants? Est-ce que des adultes? Est-ce que tout le monde serait à la même somme? Peut-être. Alors, il y a plusieurs. Dis-moi si tu veux intervenir. Il y a plusieurs propositions à l'étude. L'idée, ce serait vraiment que le revenu de base soit versé à tout le monde, comme je l'ai dit. Donc, notamment aussi aux enfants. Alors, beaucoup de gens expliquent qu'il faudrait leur verser, par exemple, la moitié d'un revenu de base adulte. Qui serait à peu près. Si on avait un chiffre à donner à l'appel, idéalement, au mouvement français pour un revenu de base, on essaye de tendre le plus possible vers un revenu de base émancipateur. Et donc, pour que ce revenu de base soit pleinement émancipateur, il faut qu'il soit suffisant pour vivre, c'est-à-dire vivre hors de la pauvreté, hors de l'exclusion, et vivre, si possible, en se passant d'emploi pendant un temps. Autour de 900 000 euros. Aux alentours de 800, 900 000 euros. Si possible, plus. Mais déjà, ce serait très bien.
Tout à fait. Et évidemment, l'idée reçue principale, première, pour tout le monde qui nous écoute, qui ne connaissent pas, et pour dire la majorité de la population, c'est on peut pas, on est en crise, on donne déjà beaucoup. C'est le financement de ce revenu de base. Quel type de financement on peut prévoir? Je sais que Baptiste Minondo, si je me rappelle bien, prévoyait 450 milliards d'euros pour un revenu autour de 850 ou 900 euros. C'était un peu ça les chiffres. C'est un quart du PIB. Comment c'est des sommes importantes, il faut pas le cacher. Bien sûr. Alors, cela dit, il faut se rappeler que la France est le 5e pays le plus riche au monde, dont son PIB se classe à la 5e place. Donc, je veux dire, ce serait en fait absolument fou de se dire que si nous n'avons pas les moyens de ce revenu de base, mais qui peut se le payer? On est un pays extrêmement développé qui produit des quantités de richesses et on a les moyens de le faire. Alors, plusieurs pistes sont étudiées, des gens proposent de le financer par l'impôt sur le revenu, d'autres proposent de mettre à contribution les entreprises, notamment en mettant fin au scandale de l'optimisation fiscale et de la fraude fiscale. On est en plein dedans là, effectivement. Alors là, vraiment l'actualité, elle vous fait un bond d'or, si je peux me permettre, ou un tapis rouge quasiment. Exactement. Une autre économie de taille que l'on pourrait faire également, c'est que si on n'est plus tenu de rechercher le plein emploi coûte que coûte, on peut mettre fin à toutes ces politiques mises en place à destination des entreprises et qui ont un coût très très élevé, puisqu'aujourd'hui le crédit impôt recherche, le crédit impôt recherche ou le crédit le CICE, le crédit impôt compétitivité, ça représente des sommes très très importantes chaque année dans le budget de l'État, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc si demain le chantage n'a plus lieu d'être, on peut faire l'économie de ces sommes-là et on peut les allouer à des chantiers bien plus utiles. Et il y a aussi des pistes de financement en termes de création monétaire, mais je crois qu'Aurélie... Oui, pour parler un petit peu, il y a le laissons Aurélie parler quand même. Par création monétaire au niveau européen. En fait, actuellement, la BCE crée de la monnaie pour donner aux banques qui ne prêtent à personne. Donc il y a un projet qui s'appelle QE for People, Quantitative Easing, c'est le terme, créer de la monnaie et donner directement aux citoyens sous forme de dividendes de toute l'Europe, ou alors d'investir qui crée cette monnaie? C'est une banque centrale européenne, la banque centrale européenne, que la banque centrale européenne soit une de ses prérogatives. Et donc soit sous forme de dividendes pour les citoyens, mais c'est aussi un projet pour faire de l'investissement public, donc dans ce qui est important. Et je pense qu'on oublie un peu que quand on fait du low cost, on fait de la production dans des conditions qui ne vont pas, derrière c'est nous, la collectivité, qui payons pour la dépollution, qui payons aussi pour l'éducation des gens, etc. Il faut en tenir compte. D'accord. Et deuxième idée reçue, on va dire un peu bateau, on est un peu au bistrot, c'est qui va faire le sale boulot, comment on va produire de la richesse, qui va travailler les emplois qui ne sont pas comme... Il y a aussi ça qui est important, on va dire de manière un peu philosophique, comment on peut... Déjà, on peut se dire que le revenu de base, il va arriver, on peut partir sur un montant pas trop élevé pour que ce soit progressif et que chacun ait le temps d'intérioriser au fond de lui qu'est-ce que ça change dans mon quotidien d'avoir déjà telle somme, et ça permettra de prendre le temps de se responsabiliser un peu. Donc déjà, peut-être pas le mettre en place d'un coup, une grosse somme, genre 2002 €, c'est pas possible. Vous avez prévu justement des transitions possibles par rapport au RSA? Il y a des choses existantes? Alors, on a effectivement des stratégies à l'étude au sein du mouvement. En fait, il y a une façon toute simple, c'est peut-être un peu exagéré, mais on peut progresser finalement étape par étape vers un revenu de base à partir de la situation actuelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a le RSA, qui est un système de protection sociale qui a plein de défauts malheureusement, mais sur lequel on pourrait s'appuyer pour s'acheminer vers un revenu de base. On pourrait commencer par exemple par automatiser le RSA. On sait qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est que la moitié des gens qui pourraient toucher ce RSA ne le touchent pas. Ne le réclament pas. Ils n'en font pas la demande, soit parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont le droit, soit parce que c'est tellement complexe administrativement qu'ils n'ont pas le courage de se lancer dans ces démarches-là, ou alors même parce que le RSA a un côté très stigmatisant, et c'est vrai que parfois on peut assez mal vivre le fait d'aller quémander une aide sociale comme ça. Tout le fait aussi qui est important, l'inconditionnalité, ça veut dire que tout le monde c'est-à-dire qu'aussi quelqu'un qui est Bernard Arnault, pour ne pas le citer, aurait aussi ce précisément. Madame Bettencourt et Monsieur Arnault toucheraient leur revenu de base au même titre que le citoyen de base. Aussi le côté l'assistanat, toutes ces stigmatisations on mettrait fin à ça aussi. On en finit avec cette séparation de la société entre ceux
qu'on assiste soi-disant et ceux qui contribuent important, ça. et qui se conçoivent comme des producteurs. Donc on pourrait, je disais, automatiser le RSA. On pourrait ensuite l'étendre aux plus jeunes. Un des problèmes vient du fait qu'aujourd'hui, quand on a moins de 25 ans et que l'on n'a jamais travaillé, il est quasi impossible de toucher le RSA. On pourrait commencer par l'étendre à tous les majeurs, donc tous les gens à partir de 18 ans. Donc en fait, créer un vrai revenu étudiant et même au-delà, un vrai revenu pour les jeunes émancipateurs qui leur permettrait notamment de ne plus dépendre de leur foyer, de leur famille et tout ça. Super, très bien. Et juste une dernière question avant de passer au réseau salariat, parce qu'il y avait deux en débat, on va dire aujourd'hui, par rapport aux expérimentations, voire même aux mises en œuvre de ce revenu de base à l'international. Où est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y en a? Comment ça se passe? Oui, donc ça a été évoqué aujourd'hui lors de la conférence, mais on parle beaucoup de la Finlande qui veut le mettre en place. Il y a aux Pays-Bas où ils vont faire des expérimentations, et même chez nous en France, il va y avoir une expérimentation en Aquitaine au niveau des régions, et il ne faut pas oublier que la politique se fait aussi au niveau des régions. Donc je pense qu'ici on se retrouve tous aujourd'hui pour être ensemble et savoir ce qui se passe, créer des connexions, des synergies, se rendre compte que finalement on n'est pas si différents. C'est la convergence des luttes, et peut-être aussi reprendre place sur le territoire français et aller parler à nos élus locaux qui sont censés être à notre écoute. Après, au niveau de l'Ontario au Canada, ils vont aussi lancer quelque chose et on sera présent là-bas. L'Alaska aussi. L'Alaska là déjà, avec la rente pétrolière, l'Iran, sous certaines formes. Donc c'est un mouvement mondial. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'effectivement, si l'Iran ou l'Alaska ou la Namibie l'ont mis en place, c'est vrai, on va se demander comment se fait-il que la France pourrait être pionnière aussi sur ces questions-là. Merci beaucoup d'être venu et puis bon courage, bonne lutte et puis à bientôt. N'hésitez pas à revenir. On espère que ça prendra forme. On va accueillir tout de suite sans transition William parce qu'il est du réseau salariat. Et juste avant d'accueillir William, on va déjà pour là où on est un peu surpris, donc effectivement pour un peu replacer un petit peu le contexte, la journée était placée sur, on a deux versions, en fait il y en a plusieurs des versions sur ces questions-là, mais entre le revenu de base et le salaire à vie. Donc effectivement c'est deux propositions qui se mettent en place et qui sont d'ailleurs, on va dire un socle commun, qui est qu'on va verser de manière à peu près égale à des gens une somme d'argent. La première question là où il y a des convergences, on va dire, c'est que on dissocie en fait l'emploi d'un revenu entre guillemets ou d'un salaire, puisque finalement tout travail mérite salaire. Cet adage, finalement, on va complètement le mettre à mal, puisque c'est plutôt de manière, on va dire un peu Hannah Arendt, c'est pas le travail qui va être rémunéré, mais c'est l'activité. C'est-à-dire qu'on a un emploi, mais on est aussi, il y a des femmes qui sont au foyer, qui sont quelque part, c'est toutes ces réflexions-là aussi sur du travail domestique qui peut être rémunéré, du travail associatif, du bénévolat, du militantisme politique, qui est aussi, on est aussi citoyen. Et Réseau Salariat donc propose, par l'intermédiaire Bernard Friot, alors évidemment c'est un réseau salariat, mais Bernard Friot a beaucoup milité pour cette question-là. Justement, à propos de ça, Bernard Friot, je me rappelle très bien, a vraiment émergé dans le débat public sur ces questions-là au moment du mouvement sur les retraites, tout à fait. Et donc, quel est le rapport? Ça paraît complètement absurde. Les retraites, c'est des gens qui sont inactifs. Et justement, on va faire un parallèle avec le réseau salariat, qui sont des gens actifs. Comment pouvez-vous nous expliquer ça? Oui. Bon, alors en fait, je vais me permettre de reprendre tes définitions sur lesquelles on ne sera pas tout à fait d'accord sur le travail et l'emploi. Nous, on dit bien qu'une personne retraitée, elle est tout sauf inactive. Elle est extrêmement active, elle travaille. Elle est considérée comme active. Elle travaille. Non, justement, c'est là l'erreur, et ça a été le renversement qu'on a proposé au moment des retraites, c'est de dire, arrêtons de dire qu'il y a des actifs et des inactifs. Arrêtons de dire qu'il y a des gens qui produisent et d'autres qui ne produisent pas. Cette inégalité entre les citoyens va structurer un rapport de domination extrêmement violent, où on va reconnaître à des gens qui sont producteurs d'une valeur parce qu'ils sont dans l'emploi. Donc on laisse aux employeurs, donc on laisse au MEDEF le droit de choisir qui est productif et qui a de la valeur et qui n'en a pas. Donc nous on propose de renverser totalement ça en disant tout le monde travaille, tout le monde est actif, qu'on soit retraité, chômeur, femme au foyer, ce que vous voulez. On est actif. Là sur ça on est d'accord. C'est juste la notion de travail, quand tu disais les gens ne travaillent pas. Non, si, nous on veut que on veut reconnaître cette question de statut du producteur de valeur et dire tout est travail, mais tout n'est pas emploi. Et la minorité de l'emploi, et c'est là où on a une convergence, c'est vraiment cette question, et je pense c'est la base où on doit aller aujourd'hui, c'est ce qui est ressorti beaucoup des ateliers qu'on a fait aujourd'hui, qui était passionnant, c'est cette question de se débarrasser
de l'injonction à l'emploi. Et c'est ça aussi qui est le nœud de la mobilisation aujourd'hui, et c'est là où on doit être audible sur cette question-là. Donc vraiment sortir de l'injonction et du chantage à l'emploi, qui aujourd'hui est insupportable, non seulement parce que l'emploi, effectivement, on voit bien qu'on en est complètement exclu pour une bonne partie de la population, et surtout les classes populaires, et surtout les plus précaires, et qu'en plurime de ça, on a aujourd'hui, et c'est là où il faut être vigilant, un système qui veut sortir du marché de l'emploi. C'est là où nous on est très précis. C'est-à-dire qu'on dit défendre le droit du travail, c'est bien, mais sortir de l'emploi, c'est mieux. Mais à condition de ne pas en sortir pour le pire. Parce que qu'est-ce que ça peut être le pire? Le pire, c'est ce que nous propose la loi El Khomri. C'est-à-dire que les employeurs, ça leur fait chier leur statut d'employeur. Ça les emmerde parce qu'il y a des droits, parce qu'il y a de la justice, parce qu'il y a des prud'hommes, parce qu'il y a plein de conventions sociales qui fait que même si demain ils auront enlevé plein de choses, ça sera toujours mal vu, licencier en masse, etc., etc. Donc en fait, quelque part, ils veulent se débarrasser de cette fonction-là, et la loi El Khomri va dans ce sens-là. Mais il y a déjà des choses qui sont déjà là et qui sont très violentes, comme l'auto-entrepreneuriat, qui est un truc complètement abusé, qui va aujourd'hui contraindre des gens à renoncer sciemment de leurs droits pour rentrer dans le marché de l'emploi. Eiffage, Bouygues, aujourd'hui, on recourt massivement avant aux intérimaires, aujourd'hui à des auto-entrepreneurs. Donc là, le MEDEF dit oui, sortons de l'emploi. Oui, tout le monde auto-entrepreneur. Je pense que ça serait une dérive. Et la dernière dans laquelle on est déjà, c'est le compte personnel d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a finalement un marché de l'emploi qui dit oui, on voit bien que les travailleurs ne s'y reconnaissent plus, d'accord, alors proposons simplement de mettre notre force de travail sur le marché des biens et des services. Uber, Airbnb, Blablacar, au final, on en vient à ce que des gens exclus de l'emploi, qui n'ont pas un salaire digne, sont obligés de négocier, de mettre sur le marché des biens et des services leur canapé, leur bout de bagnole, et puis quoi encore? Voilà. Donc c'est vraiment une mutation importante qu'on doit faire attention en disant sortons de l'emploi. Mais alors, si effectivement on verse une certaine somme d'argent à tout le monde de manière inconditionnelle, alors on pourra avoir évidemment chipoté sur à tel âge, telle somme, tout ça. Est-ce que finalement ça retourne pas le rapport de force et de lutte qu'il peut y avoir dans le monde du travail, puisque finalement on est déjà, et je vais reprendre Hannah Arendt un petit peu, le travail c'est la nécessité pour elle. Il y a l'action, il y a l'œuvre. Hein. Ça déjà dans cette manière de nécessité, on a déjà de l'argent. Je vais pas au travail pour la nécessité, pas pour gagner ma vie. Je vais pas la gagner, j'ai déjà gagné. Alors après évidemment on peut gagner sa vie, il y a 1000 manières de gagner sa vie, et voilà. Mais si on a déjà gagné sa vie avant d'aller au travail, le rapport de force a déjà changé. Alors pourquoi pas aller dans une précarisation de l'emploi, parce que il faut, au lieu d'avoir une précarisation subie, on aurait une précarisation choisie. Tout le monde n'a peut-être pas envie d'aller travailler 35 heures. Il y a des gens qui veulent aller travailler 12 heures, 20 heures, tout le monde. Et est-ce que c'est pas justement une libération marxiste, la libération de l'aliénation du travailleur, hein, c'est quand même notre objectif commun, et de toutes les propositions qui sont là. Oui. Alors là, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Ouais. Si je dois reprendre par la fin de ce que tu dis de la conception marxiste du travail, oui, sauf qu'on n'est plus au 19e siècle. Là. Et il s'est passé des choses au XXe siècle. Là. Et des choses qui ont inversé justement ce qui s'est passé au niveau du salariat. Le salariat, c'était l'aliénation, c'était la subordination du temps de Marx. Ça, c'est indéniable. C'était tu te vendais. Encore maintenant. Et non, c'est ça qui a créé justement le salariat. Le salariat a créé en 1945. Ils ont créé plusieurs choses par la cotisation sociale. La cotisation sociale, ils ont socialisé comme ça le tiers de la masse salariale. Dès 1945, le tiers de la masse salariale était socialisé. Le salaire socialisé, Marx ne connaissait pas. Ce salaire socialisé là, cette masse salariale, elle était gérée par les salariés eux-mêmes. Les trois quarts de ceux qui travaillaient à la sécurité sociale, les directeurs de caisse, étaient des élus par les salariés. C'était des élus c'était pas du tout le MEDEF, enfin de l'époque, il n'y avait pas le MEDEF, mais c'est pas du tout le patronat qui dirigeait, c'était vraiment une décision salariale. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé une autre pratique du travail, une autre pratique de la valeur. On a créé quelque chose d'autre à ce moment-là. On a sorti la production de valeur de l'emploi et de la subordination au capital. La cotisation sociale et la sécurité sociale à travers le régime général, ils ont inventé une nouvelle pratique du travail, une nouvelle pratique de la valeur. Si le travail est devenu libre, il n'est plus un travail subordonné à un employeur capitaliste. C'est ça qu'ils ont créé en 1945 et qui est très important. Ensuite, pour revenir à ce que tu disais du travail, de l'activité et tout ça, nous on tient au salaire et on tient à le travail, c'est une activité qui est reconnue par du salaire. Une activité n'a aucun
aucun revenu, une activité qui est reconnue comme productrice de valeur, elle est reconnue par du salaire. Et donc, en fait, donner un salaire à tous, ça reconnaît que tout le monde travaille. Et ça fait que toutes les activités de chacun sont transformées non plus en activité, mais en travail. Et donc en reconnaissance de production de valeur économique. Ça, c'est fondamental. Parce que la production de valeur économique, elle est nôtre. C'est nous qui la faisons. Comme c'est nous qui faisons cette production de valeur économique, c'est à nous de la maîtriser. Juste, est-ce qu'en termes sémantiques, c'est pas peut-être une erreur aussi ? Puisque de reconnaître justement le travail, il a toujours historiquement, il vient de Tripalium, c'est quelque chose qui est subi. Est-ce que c'est pas la sémantique aussi qui peut être compliquée ? Et est-ce qu'on peut développer un peu sur quelle somme serait à verser, un peu les modalités de ce salaire à vie ? Juste sur la notion de Tripalium, alors faut savoir que travail c'est transitif déjà. On n'est pas travaillé, c'est nous qui travaillons. Le travail, si on a amené le terme de travail, à la base c'était œuvrer, on œuvre, ce qui a donné les ouvriers, ce qui a donné les œuvres d'art, on a œuvré. Le travail, ça date effectivement du latin. Sémantique, il n'y a aucun lien entre œuvre et travail. Si, bien sûr que si. Si. Le travail, comme tu dis, qui est lié à l'instrument de torture qui date de l'époque romaine, a été ramené au XIIIe siècle. Ça a été le travail de l'accouchement, c'était le travail de la femme, c'était ces choses-là. Et en fait, si c'est lié à un instrument de torture, c'était l'instrument de torture pour les animaux et qui servait. Mais en fait, si on l'a amené au niveau de œuvrer et du fait de travailler, c'est parce que l'ouvrier travaillait la matière et il torturait la matière. C'est pas l'ouvrier qui est torturé, c'est l'ouvrier qui torture. Donc il faut arrêter de dire que le travail c'est de la torture. C'est pas vrai. Le travail c'est la torture de la matière, c'est pas la torture de celui qui travaille. Donc ça c'est une chose. Ensuite, je laisse répondre William. Oui, William. Non, mais très simplement, en fait, il faut faire très attention à un truc qui peut nous arriver en tant qu'intellectuel petit bourgeois, ce que nous sommes majoritairement sur cette place, on en est conscient, je crois. C'est de dire à un moment, attention au mépris de classe. Et dire le travail c'est de la merde, finissons-en avec ça, c'est quelque part cracher à tout le mouvement ouvrier et à toute la classe ouvrière qui s'est constituée dans la fierté du travail. Pourquoi ? Parce que justement dans le travail il y a la notion de métier, il y a la notion de maîtrise de son ouvrage, de ce qu'on en fait et du sens qu'on donne aux choses. Et quelqu'un qui produit quelque chose, quel que soit, un service, un savoir et de la matière, il y a une fierté à ce travail-là. Et la classe ouvrière s'est constituée comme classe en ayant la fierté de ce qu'ils produisaient et d'avoir la maîtrise de leur ouvrage. C'est pour ça que nous, on tient aussi au salaire à vie sur une chose très importante, c'est de passer aussi sur la question de la copropriété des moyens de production, de redonner aux travailleurs, aux producteurs, la maîtrise de leur outil de travail et de ce qu'ils en font. Et bien notamment, en fait, alors le truc c'est que les deux choses vont en même temps. Puis on va terminer parce qu'effectivement on va finir en régie. Qu'il va falloir qu'on coupe, on voit un petit panneau qui passe. En fait, le problème c'est qu'on a testé deux choses. On sait qu'aujourd'hui, notamment, la question du salaire à vie dans la fonction publique ne suffit pas. Puisqu'on a des profs, nous avons des fonctionnaires qui souffrent de ne pas avoir leur mot à dire sur le fonctionnement de leur travail, leur emploi, leur nombre d'heures, le nombre d'élèves qu'ils prennent. On l'entend très bien. Donc on se dit, certes, ils ont un salaire à vie qui est attaché à leur qualification et non pas à leur poste. Donc le salaire restera quel que soit leur poste, l'endroit où ils enseignent, mais ils n'ont pas la maîtrise de leur outil de travail. Et donc ils en souffrent. Et donc ils n'ont pas un travail libre. Inversement, nous avons un truc intéressant dans lequel j'ai participé, qui est le travail dans les coopératives. Alors, c'est pas l'économie sociale et solidaire, ça c'est une vaste connerie, on pourra en discuter aussi, mais les entreprises coopératives et les SCOP sont un truc extraordinairement ancien, Société coopérative ouvrière de production, dans lequel j'ai pu avoir la chance de travailler et on se rend compte d'un truc. On est maître de notre outil de travail, on décide tout ensemble, on passe même des semaines à en parler, mais on doit quand même payer nos salaires et donc on doit quand même vendre de la prestation et donc on se retrouve à s'auto-exploiter. Donc nous on dit bien qu'il y a un combo à faire qui est à la fois un salaire à vie qui dégage l'injonction de productivité et du chantage à l'emploi, mais aussi une copropriété des moyens de production qui nous débarrasserait finalement de ces parasites et ces prédateurs que sont les capitalistes et le patronat. Donc ça veut dire que ça serait imposé alors. On imposerait nécessairement à toute personne de travailler en société coopérative. Elle fait ce qu'elle veut la personne. On reconnaît aussi le statut des travailleurs indépendants, qui est vachement important. Et ces dernières questions, parce qu'après on va passer à l'AG et une interview de Frédéric Lordon, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, et tant mieux d'ailleurs. On imposerait ce système-là, et comment on interdirait d'ailleurs à quelqu'un qui a un capital de pouvoir investir et donc d'embaucher. Enfin, comment ce serait possible de ne plus avoir les... Alors déjà sur quelqu'un qui a un capital, comment est-ce qu'il a eu ce capital ? Il l'a piqué sur le travail des autres. Il n'y a que le travail qui produit de la valeur économique. Quelqu'un qui arrive qui fait un investissement,
il a au préalable piqué sur le travail des autres. Donc il a d'abord piqué, ensuite il se pointe, il dit « Ah ben j'ai de l'argent à vous prêter si vous voulez ». Donc il pique, il arrive, il prête. Là, c'est pas sur la modalité, c'est comment on fait. Ah mais attends, mais ça c'est quand même important, parce que là tu parles de ça et de l'investissement. Donc tu parlais de quelqu'un qui avait un capital, qu'est-ce qu'on en fait? Je te dis que quelqu'un qui a un capital et qui veut investir, déjà, comment est-ce qu'il a eu son capital? Est-ce qu'il l'a eu en piquant sur le travail des autres, ou est-ce que c'est son travail à lui qui a fourni ce capital? C'est deux choses différentes. Bien sûr. Ensuite, est-ce qu'on l'impose? On supprime la propriété lucrative. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de tirer un revenu d'une propriété, d'un patrimoine. Seul le travail produit de la richesse et seul ton travail ne peut t'apporter un revenu normalement. Il n'y a que le travail qui produise. Si tu as un revenu d'ailleurs, ça veut dire que tu piques sur le travail des autres. Donc c'est par la loi, enfin, c'est ça la question. C'est pas une question de loi. La loi, tu interdis juste. Il faut légiférer. Tu interdis juste. Oui, tu interdis, bien sûr. D'accord. Tu interdis la propriété lucrative en disant que tu n'as pas le droit de tirer un revenu d'une propriété ou d'un patrimoine. D'accord. Et quel montant à peu près? Comment? Et après on va rentrer. Mais les montants, ils sont là pour faire image. Nous, on est sur une échelle de 1 à 4, on dirait de 1500 à 6000 euros pour faire une carrière salariale. On commencerait tous à 1500 euros à 18 ans, irrévocable et à vie, et on monterait en carrière salariale en passant des épreuves de validation d'acquis et d'expérience qui nous permettraient de gravir des échelons jusqu'à 6000 euros par personne. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Désolé, alors on a pris un peu de temps évidemment, mais c'était quand même la grande thématique de la journée, sur le revenu de base et le salaire à vie. Donc